Bonjour. Bon, hier, il y avait la dernière émission de Candace Owen, qu'elle a appelée Épilogue, concernant son enquête. Enfin, concernant l'enquête de Xavier Poussard, qu'elle a retranscrit à travers toutes ses séries. Euh, Enquête qui pousse à s'interroger, en réalité, sur qui est Brigitte Macron et qui est Emmanuel Macron. Voilà. Donc, à travers toute cette enquête, on arrive à des pistes qui sont assez cohérente et qu'à chaque fois qu'on rentre dans une piste assez cohérente, il y a toujours un élément nouveau qui égare encore. Mais néanmoins, il y a une structure globale qui commence à prendre sens. Voilà. Si des gens attendent d'avoir en gros plan les testicules de Brigitte Macron, c'est ridicule. Je pense pas qu'il s'agit de tests génétiques, on n'en est pas là. Hein. Il s'agit avant tout, moi il me semble, ah, ça va être difficile à dire, mais cette affaire pourrait imposer aux médias français qui l'interdisent. Il faut savoir qu'en France, il n'y a aucun média mainstream qui en parle. Aucun. Aucune chaîne de toutes les télés dans le monde aujourd'hui. Quasiment tout le monde parle de ça. Ça va jusque dans les ministères. Tout le monde rigole sur les Français. Ouais, encore, bon bref. Mais en France, rien. Et on peut comprendre pourquoi en France ça marche pas. Parce que le roman de Brigitte et Jean-Michel, et de Emmanuel, je veux dire, Macron, quoi, le couple Macron, c'est un roman qui a été entièrement fabriqué par les médias. Complètement fabriqué par les médias, entre autres sous l'égide d'une femme qui était spécialisée, qui travaille sur, comment je dirais, l'image de ses clients, et qui veille à ce que la presse se comporte dans les intérêts de ses clients. Mais elle sait le faire, hein, et elle a fait ce travail-là pour le couple Macron, et on a les preuves, etc. Hein, et elle a plus ou moins réussi. Hein, car effectivement, on en parle un peu dans les médias non mainstream, et même dans ces médias-là, on regarde en France, des médias que j'apprécie, entre autres, on sent quand même qu'il y a beaucoup de méfiance, de réticence, les gens ont peur. Tout simplement, les gens ont peur. Alors, pourquoi les gens ont peur? Parce que c'est évident que la violence imposée par ce couple sur tous les gens qui cherchent à enquêter est manifeste. Et il y en a beaucoup qui ont pas envie de se retrouver en garde à vue, même s'ils n'ont pas fauté. Parce que c'est de quoi qu'il s'agit quand tu es journaliste. Tu as quand même le droit de te poser des questions. Tu es quand même en droit de te dire comment se fait-il qu'on ne possède aucune photo officielle d'Emmanuel Macron avec ses parents avant l'âge de 12 ans. Et même quand on le voit après, c'est jamais avec. C'est au loin, c'est séparé, ça n'existe pas. Comme si que dans une société comme la nôtre, hein, je veux dire, des photos, il y en a eu en avoir des milliers de photos. Et il n'y a rien qui sort. On voit bien que Xavier Poussard a énormément peiné, et avec beaucoup de refus. Il a dû utiliser la CADA, qui est le tribunal administratif, pour imposer à ceux qui faisaient de la rétention de documents. Et encore, ça s'est pas fait tout simple. Bref, qu'il le dit, sur certains documents, ça a mis 2 ans hein, pour obtenir une photo. Quoi. Pas s'imagine un peu comment ça brasse dur, quoi. Hein. Mais imaginons quand même que malgré tout, la vérité, il y a des gens qui la connaissent bien, qui la connaissent très très bien. On peut croire que tant que ça restait dans le secret, ces gens-là, quelque part, se sentaient couverts. Pas le secret. Maintenant que les Américains ont pris ça en main, et que ça commence à bourdonner tout autour, que Candace Owen a ouvert son compte en disant qu'elle accueillait toutes les nouvelles informations qui pourraient venir, elle les prend, elle les traitera. Hein, donc, y compris tous les trucs bidons, elle me doute bien, quoi. Et que ça sert à rien de lui envoyer les photos montage, parce qu'on a les logiciels aujourd'hui qui permettent de lire ça avec assez facilement. Voilà. Et puis s'il y en a qui en sont là, bon bref. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent dire
expliquer, parce que c'est une des grandes questions en fin de compte du dossier, qui est devenue Brigitte Trogneux. Voilà, la vraie. La question, elle est là. Hein. Je crois qu'on n'a pas approuvé réellement que Brigitte Macron, actuellement femme du président, est née homme et elle l'est toujours. Hein, ça, on le sait. D'ailleurs, elle n'a pas attaqué en justice parce que ça a été affirmé par Xavier Poussard. Autant dire que, par contre, quand Natacha Ray s'est trompée dans ses analyses, ils ont attaqué le résultat en disant « Regardez, elle dit n'importe quoi, c'est pas vrai ». Elle avait dit aussi qu'elle parlait de Jean-Michel Trogneux. Mais elle a parlé que Jean-Michel Trogneux s'est marié avec une femme qui a appelé Osière. Elle a donné un nom, bref, elle a dit que c'était cette femme-là qui était la mère des 3 enfants Osière, dont se prétend Brigitte aujourd'hui être la mère. Et c'est là-dessus que la justice a eu à essayer, et effectivement, comme c'est faux, eh bien, dans le droit français, effectivement, il y a eu voilà, et c'est là-dessus ce qui a permis au gouvernement, à l'équipe à Macron, de les regarder. Hein. Même la justice a reconnu qu'ils disent n'importe quoi. Mais quand on regarde cette enquête, tout est fait comme ça, tout. Mais moi, je me dis, ça fait quand même pas mal de monde à contrôler tout ça. Alors, il me vient l'idée de me dire qu'il n'y a rien de mieux pour contrôler les gens que des gens qui se contrôlent déjà. Il y a des mondes obscurs, sombres, où ceux qui y participent, quels qu'ils soient, ont toujours fermé leur gueule. Est-ce que quelque part, cette fameuse famille Trogneux, quand même, moi je dis bien là-dessus quand même, ce sont des confiseurs, et qui viennent, ils arrivent, je crois, c'est fin du 19e siècle, hein, 150 ans, c'est pas vrai, c'est ça, c'est 1880, des trucs comme ça, avec pas de l'euro 3, quoi, en gros. Hein. Ils ont commencé à faire leur succès à partir de cette période-là avec un petit gâteau qui s'appelle le macaron, qui n'a rien à voir avec les macarons que fait, comment il s'appelle, la UC, ou je sais plus comment. Là, ça ressemble plus à un cannelé de Bordeaux, quoi, mais sans le caramel dessus, puis moins haut. Hein, j'ai jamais goûté, je connais pas du tout ce macaron, mais il paraît que c'est quelque chose... et qui a fait la réputation de cette famille sur un siècle et demi. Hein. Alors évidemment, ils ne doivent pas faire que ça, je me doute bien. Hein. Mais je me disais que les fines bouches de tout temps, enfin dans les palais, chez les gens riches, de tout temps il y a eu des fines bouches. Il faut ramener Amiens à l'époque où Amiens, je connais un peu cette région, je suis allé bien après, c'est-à-dire, mais pour des raisons de travail, mais je suis allé pas très loin, vers l'Étoile. Là-bas, je connais l'Oise, hein, même je connais du côté de Creil, bon, il peut rien à voir, mais à Amiens, à l'époque, il y avait des énormes usines, donc, énormes, hein, comme le groupe Boussac-Saint-Frère, hein, qui se situe justement à l'Étoile. Et rien que sur l'usine, il doit y avoir 4 ou 5 ou 6 châteaux. Hein. D'ailleurs, une fois que je m'étais renseigné, il dit ça qui ça c'est Rothschild. Et ça c'est Rothschild. Des châteaux fermés, des beaux trucs, hein, des belles bonbonnières du XVIIIe siècle, là, ou même peut-être XVIIe. Hein. Mais ces usines, à l'époque, l'usine Boussac-Saint-Frère, je sais pas, ça fait 10-15 km de long, autant de large, quoi, ben, on sait rien, quoi. C'est immense, quoi. Et à l'époque, la France, comme toute l'Europe d'ailleurs, avait des outils industriels de ce type, énormes, des énormes machines, comme on avait les 3 hauts fourneaux qu'il y avait autour de Roubaix, là. Hein, c'est quand même des usines qui embauchaient 1 million de personnes. Un Boussac-Saint-Frère, c'est pareil, c'est 1 million et demi de personnes, de salariés, quoi. Alors imaginez bien, t'es confiseur, t'es réputé. Mais tu connais tous ces gens-là. Tous les patrons de ces boîtes. Hein, et à un moment, c'est sûr et certain que tu vas croiser leurs mœurs. De la bouche au cul, ouf. Hein? Oui, je ne vais pas faire le vulgaire, mais j'essaie d'expliquer une situation. Un confiseur, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est quelqu'un qui rentre dans les palais. Hein, et qui rentre dans les grandes familles, au-delà des palais. Que la famille Rothschild ait aimé un jour ou l'autre les gâteaux de la famille Trogneux, pourquoi pas? Jusqu'alors, il n'y a pas que. Hein, mais je pense que toutes les grandes familles et Rothschild sont dans le coin, dans l'Oise particulièrement, dans l'Oise.
Hein, le département, je connais bien. Moi, je connais plus vers Cirey, les Mélos, tout ça, les petites bleds de campagne, là, vraiment les cités dortoirs, quoi. Les amis qui habitent là-bas. Puis, comment ça s'appelle, l'autre grande ville, là, un petit trou de mémoire. Puis, il y a une usine énorme, juste au bord de la rivière. C'est quoi la rivière? C'est la Seine, là? Oui, je crois, oui. Je sais plus. Oh là, mon gars, dis donc, je réfléchis. Bref. Et là, il y a une usine qui fabrique des trucs, des pièces détachées pour les automobiles. T'as des parcs automobiles neufs, il y en a des endroits, je sais pas. Si on me dirait qu'il y a 1 million de voitures, je serais pas surpris, quoi. Ben voilà, il y a les grosses boîtes, il y a toujours eu, c'est un secteur. L'Oise a toujours été, même si effectivement on pense que c'est très forestier, agricole, oui certes. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus devenu parce que justement tous ces grands groupes ont disparu et ont commencé à disparaître dans les années après-guerre, quoi, après la dernière guerre mondiale. Il y avait une nécessité de reconversion et c'est comme ça d'ailleurs ce qui a permis en France, entre autres, et à quelques bourgeois bien nés, je dirais comme Bernard Arnault, hein, qui était né dans une famille qui était le roi de la moquette et du tapis. Il y en a quelques-uns dans le Nord comme ça, et qui a pu bénéficier de la fortune justement familiale pour s'investir justement en rachetant les brevets, les machins du groupe Boussac-Saint-Frère pour une poignée de cerises, parce que tout ça, ça se vendait contre des francs symboliques. Hein, les Bernard Tapie, là-dessus qu'il a commencé. Alors lui, c'est pas avec ce groupe-là, mais c'est avec d'autres types d'entreprises. Hein, il y a comment il s'appelle celui-là qui est le patron de plein de chaînes de télé, là, C8, tout ça, et qui est aussi propriétaire des ports en Afrique. Tous ces gens-là, ils ont commencé. On a vu cette reconversion tout d'un coup qui s'est faite entre l'industrie à papa, celle qui vient de la guerre de 14-18 à 39-45, hein, qui a montré ses limites, on dirait l'industrie de l'acier en gros, hein, et du moteur pétrole. Et cette industrie, arrivée à la dernière guerre, après la guerre, s'est retrouvée évidemment complètement exsangue, pas toute hein, d'ailleurs, mais elle a montré aussi, elle a posé des vraies questions, à quoi elle sert, où va-t-on, enfin bref, et tout d'un coup, il a été question de, comment je dirais, de trouver des dimensions encore plus grandes pour ces objets qui fabriquaient comme Boussac-Saint-Frère. Je crois que c'est les brevets en grande partie appartenaient, je crois, au Dupont de Nemours. Hein, c'est eux qui ont inventé le nylon, par exemple, le polyester. Je peux t'imaginer un peu hein, ce que ça a généré, quoi. Bref, sortir un peu de cette vision industrielle, c'est juste pour vous dire que la famille Trogneux habite donc à Amiens, depuis 150 ans, règne en tant que confiseur et ayant ses entrées partout. Grâce à ce métier, tu as tes entrées partout. Donc tu connais tout le monde. Et tout le monde te connaît. Maintenant, après que la famille, on sait qu'ils ont cherché des mariages toujours chez les bourgeois en général, les mariages doivent toujours être avantageux, c'est-à-dire doivent faire croître le capital familial, toujours. C'est toujours une obsession de ne pas le perdre. Et souvent, justement, pour ne pas perdre le capital, l'inceste existe. C'est pas nouveau, à la campagne c'est pareil aussi, hein, pour ne pas séparer les terres. Les cousins, cousines, c'est courant, hein, les gens qui se mariaient comme ça pour pas couper le patrimoine, quoi. Chez les bourgeois de ville, c'est pareil, hein, mais même plus direct encore. Hein. On parle vraiment d'inceste, frère-sœur, quoi. Hein, sœur-sœur, mais dans ces conditions, s'il y a déjà un enfant qui est né, tu vois. Ou frère-frère, c'est des trucs de genre. Alors nous, ça nous paraît comme ça, mais regardez l'affaire un petit peu de Becoming Brigitte, devenir Brigitte. Ça ouvre et ça questionne et ça montre et ça met tout ça en relief. Et moi, je pense que c'est ce qu'ils redoutent le plus, le couple Macron, que les Américains sachent ça. Ils s'en foutent un peu parce que ça les branle pas, c'est leur propre territoire. Mais que si les Français, vraiment, dans leur grande majorité, venaient être au courant du détail de cette affaire, tel que moi je le sais, c'est évident qu'il y aurait il se passerait quelque chose de certainement de dramatique pour eux. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. C'est même pas le fait qu'il soit transsexuel, l'autre, qu'il soit même le père, éventuellement, de Macron, parce qu'on a une prouve qu'ils couchent ensemble, on n'en sait rien de toutes ces histoires-là. Non, tout ça, ça peut réveiller des trucs un peu sordides,
Hein. Mais c'est justement, quand tu commences à regarder les choses un petit peu sordides, quand tu mets de la morale là-dedans, à un moment, ça peut rendre un peu aveugle. Voilà, on a un couple à la tête de l'Élysée qui a menti, on ne sait pas qui ils sont, qui menace tous ceux qui ont la curiosité de le savoir, de le voir, et qui menace certainement aussi tous ceux qui le savent et qui se taisent. Ah, ils menacent avec des promotions ou d'autres choses. Hein. Ah ouais, tu dis ça, puis moi aussi je vais dire que tu prends de la drogue, je sais pas quoi, et toi on t'a déjà chopé. Hein. Ton affaire, ouais, c'est nous qui avons arrêté. Ouais, tout ça c'est puissant, quoi. Je veux dire, t'as un beau-frère, ou une belle-sœur, une tata, une cousine qui est présidente de la République française. Quand elle dit on parle pas de ça, tu dis non, vraiment tu fermes ta gueule. Sauf si la cousine elle commence à te gonfler. Mais on a vu là par exemple, dans ce dossier-là, à un moment, on a parlé de Jean-Michel Trogneux. Et la famille Trogneux, enfin, l'Élysée nous a présenté un Jean-Michel Trogneux. On l'a appelé le petit gros. C'est un bonhomme de ma taille, de mon âge, tout rond. Hein, la tête toute ronde, un peu rond. Voilà. Et puis, ce bonhomme, on le voit à un moment à l'Élysée, lors de la fête de je dirais de l'inauguration, de l'installation du président. Et donc, ce type-là, il est censé être le frère de Brigitte. Et chaque fois que Brigitte le croise, elle le voit même pas. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qui c'est. Mais ce qui est le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'à côté de ce mec-là, qu'on appelle, ce qu'on fait passer pour Jean-Michel Trogneux, on voit bien que le gars il est là, les yeux exorbités. Alors, on voit sur son visage que il n'est pas à la fête et on sent qu'il est en tension, le gars, c'est net. Et il se retrouve où dans la... Alors dans la salle, comme ça, il y a les invités d'honneur, hein, puis il y a la famille. Et la famille, c'est toujours un endroit spécial où les gens, voilà. Alors, la famille est réunie ou séparée, j'en sais rien, mais lui, non, lui, il est à part. C'est quand même le frère de la présidente, qui, elle, ne le voit pas. Elle n'a jamais vu ce mec-là, ça c'est clair. Elle passe à côté, à un moment, elle a 50 cm, 1 mètre, même pas. Elle parle, elle sourit, on voit son regard, il ne s'arrête pas, quoi. Hein, et alors, je vais revenir à ce type-là, et lui se retrouve en fin de compte où avec les gars du service de sécurité. Autour de lui, il y en a 3, tous ceux avec les micros et les oreillettes, là. Les gens avec qui on rigole pas, quoi. Et mieux, et on l'a pas laissé tout seul, quand même. Juste comme voisin, il a David de Rothschild. Ce mec-là se retrouve à être au bras de David de Rothschild. David de Rothschild, c'est un des hommes les plus puissants de la planète. Hein, qui dirige l'AIPAC, entre autres. L'AIPAC dirige les États-Unis. Voilà, impose en tout cas une grande. Et puis d'autres choses, hein, et puis leur propre banque. Hein, on sait que toutes les banques centrales aujourd'hui appartiennent à leur groupe. On sait que Vanguard, entre autres, c'est Rothschild, pas que d'ailleurs, mais voilà. Donc, comment ce type, le baron de Rothschild, discute avec ce type qui ressemble à rien, avec un costume à 3 balles? Évidemment, ça c'est pas des preuves. Bien sûr que c'est pas des preuves, mais quand tu ajoutes ça, plus ça, plus ça, plus ça, t'en trouves des centaines. Tu vois bien que tout est monté, voilà, que c'est des erreurs, ils en font plein. Hein, et Macron, parce qu'aussi ils ont autre chose à foutre que de penser à ça en permanence. Hein, donc ils ont délégué en général une partie de ça à certaines personnes. Hein. Je dis, il y en a une qui s'occupe de tout ce qui est photopresse et qui aujourd'hui a été virée et qui, elle, peut-être, pourrait ouvrir sa gueule, on sait jamais. Hein. Américain, producteur de films qui valent la peine, et voilà. On vous met aux États-Unis, vous venez chez nous, on donne 10 millions de dollars, vous aurez votre gueule. C'est le genre de bonne femme qui est capable de le faire, et puis revenir 5 ans plus tard ici, c'est pas le problème, c'est une aventurière. Hein, elle a déjà été en prison, donc c'est pas quelqu'un qui a froid aux yeux, tu vois ce que je veux dire. Mimi Marchand, elle s'appelle Mimi Marchand. Hein. Et il y en a un autre aussi qui s'occupait de leur affaire, c'est Benalla, le jeune Benalla. Hein, qui lui s'est fait dégager parce qu'il a joué au policier, elle avait besoin d'aller taper sur des types, et il a pris un costume de policier pendant les manifs des Gilets jaunes, et puis il a été tabassé des personnes. Bon, tu vois un peu comment ça va là-haut, hein, et le mec il avait
25, 27 ans, quoi, hein, qui a faire de la MMA avec des vrais, quoi. Hein, bon, bref, ça fait un tel scandale, hein, comme s'il n'y avait pas des choses plus scandaleuses que ça, mais bon, bref, qui fait qu'ils l'ont démissionné. Et on a appris indirectement qu'à un moment, il y avait une histoire que Benalla avait une mission de surveiller un asile psychiatrique. Oh, tiens, tout ça, c'est, voilà, quand chaque fois tu cherches un truc, bon, ah oui, pourquoi là, et là, t'as une autre histoire qui arrive, qui se forme. On peut chercher plein de pistes, à chaque fois, on les voit, les pistes. Mais à un moment, il faut respirer plus. Moi, je crois qu'à un moment, il faut comprendre juste le sens de tout ça. Que c'est pas impossible que les complotistes qu'on est, comme moi, grâce au travail d'enquêteurs, vraiment de gars comme Xavier Poussard, même Natacha Ray, qui a débuté comme journaliste amateur, mais journaliste quand même, mais qui a fait des fautes directes, et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée au tribunal. Hein, et puis, bon, elle a amorcé le sujet. Hein. Après, le vrai travail d'enquête, la composition, tout le truc, hein, les saisies des tribunaux, machin, tout ça, c'est Xavier Poussard. Hein, comme on dit, c'est un travail d'autiste. Mais c'est vrai, quand tu le regardes d'ailleurs, il y a un petit côté autistique chez lui. On sent bien que quand il est là-dedans. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'est fait virer pour ça. À un moment, on lui a dit, attends, tu dois produire, j'ai plus une dizaine de feuilles par mois, par an, et puis là, en ce moment, il n'y a plus que l'affaire. Et bah, je pense qu'à un moment, Xavier Poussard a dû sentir que il tenait un truc qui pouvait changer sa vie, quoi. Elle a fait un choix. Et ok, je sors du journal, je deviens écrivain, quoi. Enfin, en gros, grâce à Candace Owen, son bouquin, il a écrit vite fait, hein. Il était déjà tout fait, c'est un mec très ordonné, donc il a eu après qu'à faire mettre de la colle et des agrafes. Mais quand même. Et là, moi je ne sais rien, mais il paraît que c'est un best-seller aux États-Unis. Il y a des gros producteurs comme Mel Gibson et tout qui commencent à parler de droit pour le cinéma. En France, niet. Là, personne n'en parle. Ils ont vraiment peur que les Français se prononcent. J'ai bien peur que si les Français se prononcent, et voilà, au-dessus, ça va. Voilà, il y a toute la petite cour voilà, qui maintient ce nuage à coups de raquettes, de violence, du tribunal en permanence. Voilà, ils sont une centaine de personnes, pas plus, qui vivent accrochés sur le dos de la princesse et qui ne veulent pas le lâcher, quoi. Et qui savent bien qu'il faut qu'ils dégagent, actuellement. Ils vont tous dégager. Mais ça accroche. En plus du fait qu'il y a le blondier qui est arrivé là-bas, qu'on a viré de là-bas, ils sont tous arrivés en France, en Europe, là. Hein, tous les arnaqueurs, quoi. Dire ça parce que le couple Alizé, c'est un couple d'arnaqueurs, c'est tout. Hein, des escrocs, hein, escrocs dans leur identité. C'est grave, c'est très grave, mais c'est tellement grave, je veux dire que bon, c'est pour ça qu'ils veulent pas en parler. Mais c'est très très grave. C'est-à-dire, un pour 1000 de ce que ces gens ont fait, n'importe qui d'entre nous irait directement en prison. Hein, on est en train de parler de trucs incroyables, quoi. Bon, puis on découvre. Moi, j'ai découvert un peu le monde de la transsexualité. Dans le genre, c'est pas que je savais pas, ça n'existait pas, mais bien vu un peu, par exemple, les histoires d'identité. J'ai jamais réfléchi à ça, moi. Mais c'est vrai que le droit à l'identité. Après, il y a eu le droit à comment on appelle ça, à ce qu'on puisse disparaître, hein, le droit à l'anonymat, c'est un autre nom. Un peu pareil pour les enfants adoptés, c'est le même droit. Hein. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui change de sexe, avant qu'il ait changé de sexe, l'autre identité n'existe plus au niveau de l'état civil. Elle a disparu. Personne elle change de sexe maintenant à 25 ans. Les 25 premières années, après, elle peut choisir le choix de le garder. Mais si elle fait agir le droit justement à l'oubli, c'est ça le droit à l'oubli, eh bien l'état civil va effacer toute trace de cette personne dans tout ce qu'elle a dans ses registres. Alors, allez enquêter sur une femme qui s'est mariée au moins 3 fois. C'est vrai qu'à chaque fois, tu changes de nom. Ça se fait plus maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça. Les femmes prenaient souvent le nom du mari. Alors, tu es une femme, hop, ton nom change, tu retrouves une femme avec un autre nom. On est d'accord? Tu reviens avec la femme que tu étais juste avant, tu changes de sexe. Tu te retrouves avec une autre identité.
Mais bref, en jouant... Et à un moment, à un point tel qu'on se demande s'il n'y a pas vraiment une volonté, une stratégie de noyer réellement la piste, de couper, faire disparaître la piste des 35 premières années de Brigitte Macron. Ils veulent pas qu'on sache ça. Ils veulent pas qu'on sache qui c'est cette bonne femme, ce monsieur. Au résultat des courses, néanmoins, si tout ce qui avait été est supposé, il aurait été très simple au couple Macron de faire passer tous les complotistes pour des gros crétins. C'était enfantin. Sortez 2 photos, point, la ligne. C'est vrai, hein. Ils doutaient bien que s'ils ont essayé 3-4 fois de sortir des fausses, après ils ont arrêté. On a dit c'est bon, ça va, tout le monde sait lire. Donc, mais ils veulent pas. Parce qu'ils peuvent pas. Parce que Macron avec Tata Janine et Tonton, là, c'est-à-dire le psychiatre et Noguès, la spécialiste du transgenrisme au niveau administratif, les parents, quoi, de Manu, hein, oui, qu'est-ce que je veux dire par rapport à eux? Dans les milieux du transsexualisme, il y a une phase très importante, qui est même essentielle, c'est le côté psychologique et psychiatrique. Et un des acteurs principaux pour accompagner et aider les gens au changement de sexe, ou comme dit plutôt Brigitte Macron quand elle était plus jeune, de réadapter le sexe à qui on est, c'est souvent des psychiatres qui aident à ça. Et il y a même des traitements psychiatriques qui sont donnés en permanence pour accompagner et aider. Oui, c'est pas vengeance. Non, c'est pas comme ça. Donc il y a un psychiatre. Il y a aussi, pour faire des dossiers transsexualistes, il faut qu'il y ait une femme qui t'aide, parce que ça coûte quand même 200 000 balles, et que, voilà, en France, c'est possible de faire payer ça par la princesse. Qui c'est qui s'en occupe? C'est Madame Noguès. C'est marrant parce que d'ailleurs, on a retrouvé une photo de Jean-Michel Trogneux quand il était jeune, une vingtaine d'années, même plus jeune, 18 à l'époque. Non, même plus tôt, je ne veux pas dire de Jean-Michel Trogneux, du président de la République, Emmanuel Macron. Voilà, j'y arrive. On a une photo d'Emmanuel Macron quand il a 18 ans, dans une manif, avec des potes, il a un chapeau de forme, là. Un peu comme quand il était sur la scène, lorsqu'il joue au théâtre, là. Un peu le même costume, quoi. Et ils sont 4 ou 5, et à un moment, il y a un pote qui a le même âge que lui, je sais pas qui. Et quand on regarde sa tête, c'est le portrait tout craché de Madame Noguès. Mais vraiment, hein. Est-ce que Madame Noguès est transgenre? C'est légitime de se poser cette question dans cette enquête. Si vous posez la question vous-même, je vous invite à aller regarder un peu l'enquête, vous verrez, allez voir cette photo. Vous allez tomber de votre chaise. Et oui, c'est quand même... Est-ce que si Madame Noguès est transgenre, elle ne peut pas être la maman de Macron. Bon, quant au psychiatre, on s'en fout. Hein, un papa, il ressemble à rien du tout. Un psychiatre avec un nœud papillon de travers. Mais la mère, tout le monde l'a vu, puis c'est pas n'importe qui, la bonne femme. De manière de Bigorre. Un pays où a été Macron, il a passé son enfance avec sa grand-mère là-bas. Le pays où on parle le Pyrénéen, d'après lui. Le Pyrénéen. Le mec a passé son enfance là-bas. Il n'a jamais entendu parler du catalan, du basque, de l'occitan. Ce truc n'existe pas, lui. Il a parlé le Pyrénéen. Juste pour vous dire que tout est bidon. Il connaît rien, il n'est jamais allé là-bas. C'est tout, c'est pas son pays. Et Madame Noguès, Macron n'est pas sa mère. Mais ce sont des gens qui ont accepté, je pense volontairement, d'aider ce projet. Parce que quelque part, ça a donné un coup de pouce incroyable aux transsexuels.
depuis que Macron est au pouvoir, hein, tout ce qui parle de drag queen, de l'éducation sexuelle à l'école, lecture aux enfants avec des monstres déguisés en fées qui font peur aux gosses, etc. Gay Pride, la tire larigot. On a vu, comment ça s'appelle, aux Jeux Olympiques, là, on pensait que c'était un truc, une parade olympique. Bon, ok. Donc, Madame Noguès, comme le père, sont des gens qui sont intéressés à la réussite de ça. Et on sait, parce que j'avais lu le dossier un peu dans les détails, que Madame Noguès travaillait avec une association qui prête des logements, justement pour ceux qui sont en transit. Et cette association, c'est une fondation Rothschild. Oui, il n'y en a pas que ça, les fondations Rothschild, il y en a des centaines à travers le monde, c'est pas des milliers. Mais quand même, il y a du lien. On n'est pas dans le travers. Hein. On est quand même... C'est ça l'enquête. Hein. Et dès qu'on prend des pistes, un petit peu, dès qu'on commence à regarder... On a même été plus loin. À un moment était intervenu le pasteur Doucet. Ce pasteur qui a été assassiné, dont on a accusé les renseignements généraux en France d'en être les auteurs. Ce qui n'a jamais été prouvé. Je connais pas très bien le truc. J'avais écouté une fois sur une émission, mais c'est un truc qui est vraiment plus que pro-gouvernemental. Bref, mais ça sort à un moment, ça. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que Jean-Michel Trogneux était quelqu'un qui connaissait très bien le pasteur Doucet. Et on peut le comprendre à l'époque, quand tu étais militant dans le transsexualisme, c'est évident qu'à un moment, tu allais croiser le pasteur Doucet. Qui était une sorte d'amplificateur de toutes les déviances sexuelles, surtout la pédophilie. Il s'en vantait, il le disait, qu'avant tout c'était des âmes, que badadi badada. Un belge, je crois, à l'origine. Hein. Oh, mais il s'est fait assassiner. Hein. On est dans une période où comment je dirais, la montée en puissance des revendications 68 arts là, concernant la liberté sexuelle est grande. Hein. On a quand même des types comme il s'appelle Cohn-Bendit, à l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, hein, où il y avait Louis Powell qui avait écrit Le Matin des Magiciens, et qui, alors Cohn-Bendit, pas à l'époque, il a peut-être 25 ans, c'est rien quoi. Et c'est âge de rousseur, en train de se vanter. Mais réellement, si vous saviez comme c'est bon de se faire ouvrir la barriguette pour une petite fille de 5 ans, mais vous ne pouvez pas imaginer, puis ils croient ces gens, et je vous dirais même que vous voyez quand les petits, je leur mets une petite fessée, comme ça que je leur enlève la culotte, puis ils tapotent, ça fait pas mal, mais il y a quelque chose À un moment, il y a Pivot qui il regarde, alors lui, pauvre, il est dans les chaussures, il ne comprend même pas de quoi ça parle, l'autre, ça lui... Et on est dans les années 80, où la télé commence à aider, à permettre à des mecs comme Mazref, des types comme, comment il s'appelle, qui est plus connu, le neveu de Mitterrand, là, hein, lui qui disait qu'au-delà de 14 ans, c'est sale. Voilà, on est en train de parler de trucs de genre, voilà. Et en France, rien. Or, notre couple, c'est en plein là-dedans. Et surtout, Brigitte, qui a un historique grand dans tout ça. Ah, okay. Je remets pas en cause son chemin, c'est une aventurière, d'où elle vient, au service de qui elle est vraiment, qui il est vraiment. On va le savoir. Moi, je pense qu'on va le savoir à un moment, parce qu'il y a des gens qui vont craquer. Des gens sur leur lit de mort, ça devient tout d'un coup des gros secrets. Un truc qui pourrait ressembler un petit peu, une blague, là, tout d'un coup, ça devient un secret d'État. Et tout d'un coup, qui est mondialisé en plus. Ça fait lourd à porter pour des petites épaules. C'est pas évident. Hein. Donc, oui, moi je pense sincèrement qu'on va savoir tout ça. On va savoir qui est Brigitte. Il y a des documents qui vont sortir, des photos, des témoignages. Alors c'est vrai qu'on entend des gens qui disent que c'est salir la fonction de l'État que de parler de ça. Non, c'est ceux qui sont dans ces fonctions-là qui salissent la fonction. C'est pas ceux qui le dénoncent. Il faut jamais... Mais quoi encore alors?
On peut mettre des assassins comme président, tant qu'on aurait président, même si on n'est pas assassin. C'est quoi la limite? C'est ces gens-là qui salissent la fonction. Et en plus, qui osent parler de première dame de France, statut qui n'existe pas. D'accord? C'est-à-dire, en droit français, il n'y a pas d'argent, un bureau et tout pour la première dame de France. Qu'à demander par de Gaulle, me mène à rester là-bas à Boissière. Et puis voilà, après, moi, j'ai rien contre la dame de France parce que j'ai été gracié par l'une d'elles. Et donc, je remercie encore aujourd'hui sa famille. Madame Valérie Giscard d'Estaing. Mais ça va pas me rendre aveugle sur la politique pour autant, hein, d'accord? Encore là, tu vois, Lehman, c'était encore la petite bourgeoisie de campagne. Ça pétait pas bien loin, quoi. Mitterrand, Michel, son truc là, dans les Landes, voilà, sa montagne à escalader une fois tous les ans. Là. Ouais, Mitterrand n'était pas vraiment un obsédé du pognon. De toute façon, le pognon, il disait que c'était aux autres de s'en occuper. Alors, quand il avait besoin, il n'est pas joué, les autres qui payaient. C'est jamais occupé de ça. Mais par contre, lui, il s'occupait beaucoup de spiritualité. C'est un type qui était très agité à la fin de sa vie, qui a eu des grands doutes. Quand même quelqu'un qui a entièrement révolutionné Paris au niveau de l'architecture. La Grande Arche, bon, tout le monde interprète ça comme il veut. Moi, personnellement, je trouve ça beau. Je suis allé là-haut, tu regardes, il faut y aller. Moi, j'avais été un dimanche matin, au lever du soleil. Quand tu es derrière la Grande Arche, tu vois le soleil qui se lève sur l'Arc de Triomphe, avec les Champs-Élysées et tout. Il y avait des belles perspectives, on voit bien l'œil qui a été... Maintenant, après, quand tu connais le chemin des Élysées, et la Grande Arche, bon, après, ça quand même, ça avait d'autres sens, ça, déjà. Bon, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Bercy, bon, un truc... d'ailleurs, il l'a dit à la fin, il a dit, on dirait un péage d'autoroute. C'est ça, c'est un péage d'autoroute, mais autoroute, c'est nous. Mais c'est quand même là que toute la grande puissance économique règne. Tu fais chier, Mitterrand, mais là, tu pouvais rien. Là. C'était quand même leur domaine à eux. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'a prospéré le petit Macron. Donc, Mitterrand était un grand... Et Michel, sa femme, était plutôt une intellectuelle, voilà, bon. Mitterrand, il aimait bien les femmes, il a vu sa fille, Mazarine, qui l'a fait surveiller. Ça a été loin, d'ailleurs, pour cette histoire-là. Il y a un journaliste, comment il s'appelait, qui avait créé le magazine L'Idiot, là, la grande gueule. À un moment, les services spéciaux l'ont capturé en pleine nuit chez lui, là. Ils ont été l'enfermer dans un bunker, mordi pendant 2 jours, à poil. L'autre, après, il ne voulait plus parler de cette affaire. Il s'est calmé, là. Ouais, enfin, bon, c'était chaud, quand même, même eu des... Mais bon, le niveau, c'est Michel, hein. Après, Sarkozy, là, ça commence à partir en vrille, là, mais encore, avec Sarkozy, si on regarde bien, Carla Bruni a été riche avant lui, largement riche, issue d'une grande famille aristocratique italienne. C'est pas n'importe qui, Carla Bruni, pas qu'une chanteuse, oula. Connaît beaucoup de monde. Et puis là, on arrive à... je vois genre, première dame de France, Carla Bruni, quand t'es français, bon, quelque part... Bon, la chanson, pas trop, mais la bonne femme, elle est jolie, quand même. Petit cochon, c'est de Ripper, avec, comment elle s'appelait, sa gonzesse, qui avait payé un scooter. Puis moi, je suis pas belle. Non, et après, tout d'un coup, on se retrouve avec ça, quoi. Brigitte Macron. Une sorte de mélange de... Est-ce que la France et les Français veulent entendre parler de cette histoire? Il faudrait. La France est un pays catholique, profondément catholique, toujours. La langue française son âme de la langue française est catholique. C'est pour ça que je dis que ceux qui veulent sortir de la catholicité doivent commencer aussi à penser autrement. Pas oublier que la cathédrale, elle a brûlé. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des églises qui brûlent tout le temps. Il y a la belle église de la cathédrale de Saint-Lô, je crois, qui a brûlé. plein d'autres. Sous l'égide de Macron, tout ça. Et de Brigitte. On a une chance aujourd'hui, à travers cette affaire, en creusant plus, de montrer des mécanismes pour montrer que la démocratie, c'est une escroquerie, tout simplement. Quoi. Ce type s'est retrouvé président, mais
Pas parce que les Français l'ont choisi. C'est pas vrai. On voit tout un protocole de mise en place, d'arnaque, d'escroquerie, de mensonges, etc. pour arriver à faire ça. C'est ça le truc, c'est ça qu'il faut voir. Le génie des Carpates, hein, Macron, le meilleur de tous. Hein. Même sa femme, il paraît qu'elle est juste au niveau 5e. Elle est allée jusqu'à la 5e. Hein, c'est-à-dire, en gros, savoir lire et écrire. Guère plus que ça, quoi. Hein. C'est quand même... Alors, c'est qui le personnage? Parce que quelqu'un qui a si peu de niveau scolaire et qui arrive si loin, il y a dû y avoir du relais et de la formation entre sûr, hein, même qu'on voit des... Véronique Dreux, qu'on la voit parler à un moment à une émission de télévision, on suppose que c'est elle, mais bon... On sent que l'autre, elle n'a pas est construite, quoi. On sent que c'est quelqu'un qui est là et qui saisit l'antenne de télévision pour mettre en place des idées, des principes. Même dans la manière dont elle parle exactement comme parle Brigitte Macron, les mêmes intonations tout de suite, les mêmes repères. Il y a plein de trucs. Moi, je pense que ces gens, ils veulent pas qu'on sache tout, mais ils veulent qu'on suppose. Ils ont besoin, à un moment, parce qu'il y a une élite qui le sait. En gros, on va dire, le 1 pour 1000 de la population est au courant du détail de tout ça. Après, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui savent. Tu me dirais qu'en France et dans le monde, il y a plusieurs millions de personnes qui savent très bien de quoi il s'agit. Je ne suis pas étonné. Hein, qui se taisent parce que voilà, tout le monde doit fermer sa gueule parce que aussi ils ont peut-être des casseroles. Voilà, bon, je m'éloigne, je m'arrête un peu parce qu'on pourra en parler pendant des jours. Voilà, Candace a fini, c'est l'épilogue. Je pense qu'il n'y a qu'une photo aussi très intéressante qu'elle a montrée, qu'on ne connaissait pas. Moi, j'attends que le livre sorte en français pour l'acheter. Hein, donc, au cas où vous n'êtes pas au courant, Xavier Poussard devait passer en édition libre. Et l'imprimerie qui devait l'éditer, malgré que tout a été mis en place il y a déjà 3 semaines, dernièrement, ils ont été au dernier moment, hier, je crois, qu'ils n'imprimeront pas le livre. Qu'est-ce qui fait que l'imprimeur a dû céder, lui aussi, c'est pas, ils perdent du travail, mais beaucoup, mais je doute bien que c'était dans le genre de bouquin qui mérite le prix Pulitzer, et en France, Bicoming Brigitte, ça aurait pu être, avec l'émission de télévision, ouais, ça aurait pu faire un carton, hein. Il aurait pu en vendre 500 000, même 100 000, 100 000, 200 000. C'est beaucoup pour ce genre de littérature. Mais c'est beaucoup plus que ça. On parle aux États-Unis, on parle de millions. Et apparemment, tout le monde le veut, le bouquin. C'est les gens, parce qu'à la fin, ça a les questions. Il y a plein de questions qui ont tendance à dire, oui, mais lui, c'est le père de l'autre. Ouais, on arrive à des trucs, mais si on creuse un peu, il y a quand même des réponses, des questions qui sont pas suffisamment à travers leurs réponses nettes pour qu'on puisse dire, affirmer ça. Puis ce sera pas suffisant. Il va falloir quand même contextualiser tout ça, essayer de... C'est quoi la carrière de Macron chez Rothschild? Le mec, 32 ans, il sait même pas calculer des bilans, je sais pas quoi, bref, n'importe, les types qui ont bossé avec lui ont tout de suite vu qu'ils connaissaient rien là-dedans. Donc ils ont demandé au patron, à David de Rothschild, pourquoi? L'autre lui a dit, parce que, voilà, point à la ligne. Allez jouer. Ben, nous, on peut comprendre aujourd'hui que quand on regarde ce type qui a été mis dans la banque Rothschild pour que les autres l'aident à avancer dans certains dossiers, quels sont les dossiers auxquels il a été confronté après? Le dossier Nestlé, par exemple, où il a vendu, je crois, la partie de Pfizer. Elle a fait vendre la partie de Pfizer à Nestlé. Je crois, là-dessus, une affaire de 10 millions de dollars, auquel il aurait pris 1 million. Bon, bref, c'est normal. Ou à 100 millions, on sait rien, ou 1 milliard. Mais c'était pas ça. Il a appris, moi je pense que David Rothschild voulait qu'il a au moins un peu une idée de quoi ça parle. Parce que l'idée derrière, elle est beaucoup plus lointaine. L'idée est que de l'emmener comme ministre de l'économie en France. T'imagines, et pourquoi ça? On va saisir une situation où le président de l'époque, c'est François Hollande, qui se retrouve président, pas parce qu'il a été choisi, mais parce que celui-là qui avait été choisi, Dominique Strauss-Kahn, s'est retrouvé dans une histoire de cul emmenée par les Américains. Et évidemment, on ne pouvait plus le présenter aux Français. Donc, comme il n'y avait personne d'autre en rescousse, n'oublions pas la communion de DSK. Hein. C'est aussi un juif. Hein. Quand même important de le dire, hein, puisque c'est quand même la France, c'est un pays catholique. Hein. Je tiens à le dire. Donc, ils ont mis François Hollande.
Donc François Hollande s'est retrouvé dans un pilotage du pays aux ordres, en fin de compte. Il n'y a aucune légitimité derrière lui, ni du parti, ni de quoi que ce soit. Et les ordres, qui c'est qui les donnait? C'est David de Rothschild, qui à un moment, il lui a dit, tiens, il y a un petit là qui vient de chez nous, là. Ah, Macron, j'aimerais que tu le prennes dans ton équipe. Les spécialistes de Hollande, c'est un type qui se gourre pas dans les nominations, quoi. Il connaît la carrière de tous à la virgule près, quoi. S'il choisit quelqu'un, c'est qu'il sait l'exploiter. Voilà. C'est pour ça qu'il a gardé le Parti Socialiste, même dans toutes les tempêtes, on l'a toujours vu là, c'est sa compétence en réalité. Pas bon pour un président. Mais malgré tout ça, il a dû accepter Macron. Pourquoi? Parce que Macron devait se former un petit peu aux outils du gouvernement. Il était quand même secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est-à-dire l'adjoint du premier poste de l'Élysée, quoi. C'est pas un mec au courant de tout, quoi. Et après ce stage, en gros, d'initiation du Macron, moi je vous parle du type, le génie des Carpates qui a eu tout il pour vous en parler. Après ce stage d'initiation chez, comment il s'appelle, François Hollande, il y a un changement de gouvernement, on en profite à ce moment-là, on le fout ministre du budget. Secrétaire d'État au budget. C'est le poste le plus important de la nation. C'est là où transitent les forces économiques du pays. Alors, autant dire que quand on met pas un bourricot, là, on met quelqu'un qui est aux ordres, mais pas spécialement du politique, qui convient aux grandes familles, c'est-à-dire qui conviennent à ceux qui ont le trésor. Hein. Le budget, c'est le trésor, on appelle ça. Hein. Et donc, on a été foutre ce mec-là avec sa femme. Brigitte, on la découvre là, hein. Tout le monde, tout ce carré là-bas, je ne sais pas à qui on parle, juste parce que on dirait que c'est plutôt à elle. Il y avait 2 bureaux, des trucs un petit peu incroyables. On fait une petite pause. Oui, donc je reprends. Donc Macron se retrouve au Trésor, et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il vend un trésor de la France, Alstom, à General Electric en Amérique. C'est-à-dire que là, maintenant, il a un peu la formation qu'il a reçue chez Rothschild. Qui est la banque qui fait l'affaire, bien sûr? C'est la banque Rothschild qui gère cette affaire et qui touche la com. C'est pour ça que Macron, il a été formé chez Rothschild. Pour arriver à ce ministère et dépouiller la France. Alors, il n'a pas fait que ça. Hein. Je crois que c'est sous son ministère où il y a eu un bail amphithéotique qui a été signé, je crois, pour le château de Versailles, pas dire de bêtises, au groupe Accor ou un bazar comme ça. Bref, Versailles appartient déjà plus aux Français. Et savoir quand même une grande partie des collections d'œuvres d'art du Louvre se retrouvent à Dubaï. Prêté, oui, prêté, c'est ça. Prêté. Amphithéotique, c'est 100 ans, ça veut dire. Hein. Il y a 100 ans. 100 ans, c'est plus du prêt, là. Bref. Je crois qu'on l'a mis là pour ça, et qu'on a vu qu'il était nos limites, et qu'a priori, il y avait moyen, puisqu'en France, politiquement, c'était la noyade complète, ils ont ambitionné d'en faire un président, tout simplement. Hein. Celui qui était choisi, normalement, c'était Fillon, et il n'y avait aucun problème, encore un peu de chrétienté, de catholicité au pouvoir, et les autres, ils ont dit, on saisit la balle, il y a possibilité, ils ont viré Fillon. J'espère. La presse qui a fait ça, toute la presse. Les gens sont élus, non pas avec la majorité des gens. Ils sont élus par des minorités. Hein, c'est toujours 4-5% d'indécis. Il suffit de les tourner, plus les tricheries, tout ça, on arrive à avoir un petit pilotage. Le 7 à 10% que la presse exploite à fond. Quoi. Et c'est ça qui fait que l'autre passe et l'autre passe pas. Et ça n'a rien à voir avec les élections. C'est pour ça que l'élection piège à con, c'est évident. C'est évident. Trouver d'autres formes, hein, on verra bien. Moi, je pense que de toute manière, quand à un moment, un système ne marche plus, il meurt. Hein, donc, on verra où ça va. Donc, on a vu ce fameux génie des Carpates se retrouver à dépouiller la France, et tout d'un coup, on l'a mis après à la tête de l'État. La première chose qu'il a fait, il a dissous le corps diplomatique. Tiens donc, il a fait des trucs, on ne peut pas imaginer. Hein. Je ne me rappelle plus tout en détail, mais il a commencé à déstructurer. On voit le bordel qui a été foutu en Afrique. Bref, hein, dans l'intérêt de qui, ça? Des banques, de la finance, de son parrain.
de son Edge, comme il le disait il y a longtemps, qu'il était le Edge à David de Rothschild. Ben voilà. Donc on sait que c'est Rothschild qui l'a mis la main. Alors, les Rothschild, ils défendent leurs intérêts. Hein. Est-ce que c'est un Rothschild dessus hein? Un bâtard de chez eux. Il y en a plein, hein. Pas le plus futé, mais là, ils ont réussi à le placer. Hein. Je ne sais pas, avec l'autre, une sorte de garde du corps, ou le père. On n'en sait rien de tout ça. Le père, c'est pas impossible. Hein. C'est-à-dire que si la maman a Macron, allez, ce qu'on peut supposer une fille qui s'appelle une Rothschild, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui serait aussi la mère de Jean-Jacques, qui ressemble à 2 gouttes d'eau à Macron, pourquoi le père ne serait-il pas Brigitte Macron, qui aurait rencontré cette Rothschild dans les parties fines, et qui aurait fait un gosse, qui fait que l'autre se retrouve à être un Rothschild, et papa il est là, à côté. Tout ça, ça tient la route. On me dit c'est des folies, n'importe. Non, c'est pas vrai. Si on suit l'enquête, on peut arriver à des conclusions de ce genre. À des conclusions, on peut arriver à ces pistes-là. Des pistes crédibles, on dit bien des pistes crédibles. Mais effectivement, il n'y a rien qui... 1, 2, 3, 4, 5, non, c'est pas comme ça. C'est 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, bis 4. Ça part un peu dans tous les sens, mais très très vite, néanmoins, quand même, des directions qui sont formelles, hein, qui commencent à s'exprimer, et on voit quelque chose se dessiner. Et je pense que ce que nous, on voit se dessiner, si les Français étaient au courant de la même manière, ils verraient exactement la même chose. C'est de ça qu'ils ont peur. C'est de voir la bête. C'est de ça. Allez, je referme la parenthèse là-dessus. Et puis, bon, bah, pareil, épilogue, on verra bien, d'ici un mois ou deux, s'il se passe des choses un peu extraordinaires. Bye bye, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.